Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie d'aborder avec vous la série Squid Game, qui est une série sud-coréenne qui est sortie sur Netflix il y a maintenant, c'était en 2021 pour la première saison, et là tout juste récemment, il y a la saison 2 qui vient de sortir. Et j'avais envie de parler du problème derrière cette série, malgré le fait que ce soit une série très très prenante, très captivante, avec un sujet très intéressant qui raconte beaucoup de choses, et je pense quand on le voit à travers ce prisme, qu'est-ce que ça raconte de la société, bah, c'est vrai que ça ouvre les yeux, en tout cas sur ce qu'on sent déjà, mais là ça permet de les ouvrir pleinement sur la violence qui existe dans notre société, qui est parfois silencieuse, invisible, mais bien réelle. Donc c'est vraiment une série qui met en avant cette violence-là dans nos sociétés, surtout de plus en plus occidentalisées, avec cet appât du gain et de l'individualisme. Donc c'est une grosse critique sociétale. Cependant, le problème avec les séries, c'est pas tant le fond, c'est la façon dont elle est présentée au public et la façon dont le public s'accapare cette série. Et ça, c'est notamment en cause, enfin la cause principale, c'est Netflix et la façon dont ils marketent leur série, au point d'en faire un produit de consommation plus qu'un film de réflexion. Alors je pense que le propos de l'auteur à la base était d'amener les gens à réfléchir, à porter une réflexion, un regard critique, un sens critique pour éveiller les gens. Et Netflix détourne un peu ça pour en faire, comme j'ai dit, un produit de consommation. Donc je vous expliquerai un petit peu plus loin pourquoi, dans quelles circonstances et comment finalement un film qui est là pour dénoncer des sujets importants se retrouve pris au piège par l'industrie du divertissement et devient plus que quelque chose là pour divertir, en oubliant finalement le fond. Et les gens s'attardent beaucoup trop sur cette forme un peu pop qui est donnée à la série. Alors, pour les grandes lignes, donc Squid Game, comme j'ai dit, c'est une série sud-coréenne qui est sortie en 2021 sur la plateforme Netflix. Donc ça raconte l'histoire de personnes qui sont très endettées, vraiment au bout du rouleau d'un point de vue financier, et qui vont se retrouver eh bien, tellement dans ce désespoir que des personnes vont sentir cette faille-là pour leur proposer de rejoindre un jeu qui paraît au tout début tout à fait innocent, jusqu'à ce que la première épreuve commence, qui est un 2, 3 soleil. Donc on se dit, bon, bah c'est bon enfant, jusqu'à ce que l'épreuve commence réellement et qu'en fait, il s'agit d'un jeu complètement meurtrier, puisqu'à chaque jeu qui est proposé donc dans l'enceinte du Squid Game, les personnes qui ne réussissent pas les épreuves sont liquidées, hein, clairement mitraillées. Donc c'est quand même un aspect très violent. Et surtout que les personnes qui restent vivantes pendant le jeu récoltent l'argent par rapport aux personnes qui sont mortes. Et le but, c'est de gagner le plus de sous. Donc pour gagner le plus de sous, ça sous-entend qu'il y ait le plus de personnes qui meurent jusqu'à être le seul gagnant, donc le seul survivant. Et donc toute la première saison, c'est vraiment on découvre le Squid Game, ce jeu-là. On suit des personnages très attachants, de comment est-ce qu'ils sont arrivés dans ce jeu. Et c'est vraiment un miroir de la société, de tout ce qui peut se révéler dans une société où on fait ressortir la part animale des gens. Donc quand je parle de part animale, c'est vraiment dans nos sociétés occidentales qui met en avant une forme d'individualisme. C'est un individualisme de survie qui correspond à la peur de mourir, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez. Et en fait, c'est cette peur-là qui va faire agir les gens, déjà à contre-cœur la plupart du temps, et qui vont les transformer en animal, en loup pour l'homme, dans ce qu'on retrouve de ce que Thomas Hobbes nous avait expliqué. Ça transforme vraiment voilà, les plus gros en requins. D'ailleurs, c'est marrant que des termes d'animaux qui font peur comme ça, très carnassiers, soient utilisés pour décrire la plupart des comportements comme ça de domination dans nos sociétés où le capital est roi et le fait d'avoir le plus pour soi au détriment des autres est quelque part encensé, vu comme quelque chose de positif. Plus vous possédez au détriment des autres, et mieux c'est. En tout cas, c'est valorisé dans nos sociétés, dans la façon dont c'est construit, dont les élites
enfin créent leurs privilèges, nourrissent leurs privilèges et c'est un vrai miroir sociétal en fait qui nous est proposé, surtout d'un point de vue de la Corée du Sud qui est très ancré dans cet esprit de travail, de sacrifice au travail, de sacrifice aussi pour l'argent. Sacrifier une part de sa vie pour avoir le plus d'argent pour vivre, mais finalement est-ce que c'est vraiment vivre plutôt que survivre? Donc il y a vraiment pour moi cet aspect-là qui est central dans la série, de montrer à quel point dans nos sociétés, les gens cherchent le plus à survivre qu'à vivre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans des situations compromettantes, parce qu'ils ont toujours été dans cette dimension de survie. Et la dimension de survie fait qu'on est prêt à accepter et à accueillir n'importe quelle solution extérieure à nous, à notre propre guidance intérieure, qui vont complètement nous décentrer, qui vont carrément nous rendre esclaves et dépendants de l'extérieur pour pouvoir trouver des solutions. Et d'ailleurs, c'est ça qui est vraiment mis en avant aussi pour moi dans la série. Le sujet principal, c'est à quel point l'être humain a tendance à oublier qu'il a des ressources intérieures incommensurables, infinies et d'une abondance incroyable quand il est relié à sa présence, à une présence bien sûr spirituelle, une présence de conscience qui, elle, sait au-delà de notre petit cerveau d'humain qui ne peut que calculer des probabilités qu'il a déjà appréhendées et qu'il peut seulement appréhender. Alors que derrière, il y a une intelligence divine qui régit toute chose et qui régit la nature, qui régit notre présence, qui régit le cosmos. En tout cas, il y a quelque chose au-delà de notre mental, au-delà de ce qu'on peut imaginer, appréhender, qui est présent et maintient en tout cas l'ordre établi, l'harmonie, toute cette architecture qui nous entoure. Quand on regarde à travers rien que le prisme des mathématiques, on voit à quel point tout est codé et dans une perfection. Et ça, sans chercher mille et une explications scientifiques, il s'agit tout simplement du mystère de la vie, du mystère de l'intelligence divine qui régit toute chose. Et pour moi, Squid Game, c'est un peu le miroir d'une humanité qui a oublié cette intelligence qui va bien au-delà de ce qui peut être calculé et aussi qui a oublié à quel point elle était reliée à cette abondance infinie qui est de l'ordre de l'inspiration. À partir du moment où on est inspiré, on a créé cet espace intérieur pour se laisser inspirer tout, guidé par l'esprit, guidé par cette conscience supérieure, et bien finalement on peut tout accomplir. Et d'ailleurs toutes les grandes mythologies, tous les textes sacrés nous parlent de cette voie intérieure qui finalement ouvre la grande voie, plutôt que de se perdre dans les tentations extérieures qui nous semblent être des façons plus rapides, plus faciles de résoudre certains problèmes. Mais souvent c'est la peur qui nous fait plonger, nous éloigner de ce centre qui est là, pour aller se perdre dans des solutions extérieures qui deviennent des prisons et qui nous privent finalement de nos ressources et de notre abondance. Et c'est vrai que dans Squid Game, toutes les personnes qui sont là, qui sont endettées, elles se retrouvent dans cette situation parce que elles sont allées chercher des solutions à l'extérieur d'elles-mêmes plutôt que accueillir la situation et puiser dans les ressources intérieures. Et d'ailleurs, dans nos sociétés, plus on éloigne les gens de la voie spirituelle, plus on les prive de leurs ressources intérieures. Plus on les prive de la connexion au divin, plus on les prive de cette verticalité, de cette reliance directe entre soi et l'inspiration, l'esprit en fait, qui peut agir à travers nous, qui va nous donner des idées, qui va nous donner des solutions, qui va ouvrir la voie pour nous. Et en fait, c'est dans nos sociétés, on fait tout pour que les personnes n'écoutent pas cette voix intérieure, n'aillent pas à l'intérieur puiser la ressource, mais soient toujours dans une fuite extérieure, voilà, et dans un brouhaha intérieur. C'est pour ça qu'on cherche absolument à les divertir, voilà, on les divertit, on crée une diversion entre elles-mêmes et le monde extérieur. En fait, c'est comme si on crée cette diversion pour qu'elle soit toujours dépendante de l'extérieur, donc dépendante des banques, dépendante de l'État, dépendante de tout un tas de choses qui les perd et les éloigne de plus en plus d'elles-mêmes, jusqu'au moment où en fait elles sont tellement perdues, éloignées d'elles-mêmes, qu'on peut leur faire accepter n'importe quoi. Et c'est notamment ce qui arrive dans Squid Game.
Et elle se retrouve dans ce jeu parce que c'était pour elle la dernière chance et il n'y avait que cette solution en fait. Et même dans le jeu, quand la première épreuve complètement mortifère a lieu et que les gens se font mitrailler et que d'autres continuent de survivre parce qu'ils gagnent le jeu et qu'ils ont le choix de repartir, ils reviennent dans le jeu. Et c'est pour dire à quel point en fait cette peur d'être à l'extérieur face à soi-même eh bien, est plus grande que la peur eh bien, d'être dans ce jeu qui a pour finalité quelque part la mort. Donc il y a vraiment, pour moi, c'est mettre l'humain face à regarder jusqu'où ça peut aller quand vous êtes complètement déconnecté de votre dimension intérieure et que vous devenez esclave eh bien, des illusions, des tentations extérieures, jusqu'où ça peut aller et ça peut faire de vous un animal. Et d'ailleurs, j'ai un peu cette image, d'ailleurs dans le tarot, on retrouve cette image du diable, où le diable, à ses pieds, il a des personnes à quatre pattes qui ont une laisse et il les tient avec la laisse au bout des mains. Et bien pour moi, c'est vraiment ça, ce symbole, c'est de devenir l'animalité nous rend esclaves finalement du diable, donc pas du diable à proprement parler, mais plus dans ce que ça représente, c'est-à-dire cette division. Le diable, c'est vraiment deux cornes parce qu'il est divisé intérieurement, il n'est pas du tout au centre. Et voilà, pour moi, vraiment, cette série, elle permet de faire prendre conscience aux gens que en fait, la plus grande clé, elle est dans notre intérieur et pas dans tout ce qu'on nous miroite à l'extérieur comme solutions qui paraissent miracles, alors qu'en fait, ce sont des solutions où on signe comme un contrat de mort, en fait. Soit c'est la mort de soi, soit c'est la mort des autres. Et d'ailleurs, le personnage principal, qui gagne le jeu dans la première saison, qui revient dans la deuxième, et bien en fait, on se rend compte que tout l'argent qu'il a gagné, mais ça devient un poison, en fait. C'est un cadeau empoisonné, et il le dit lui-même. Pour lui, c'est pas de l'argent, pour lui, c'est le sang, c'est la mort de toutes les personnes qu'il a côtoyées dans le jeu. Et pour lui, cet argent ne représente rien d'autre. C'est pas du tout le potentiel de s'ouvrir à une meilleure vie et de pouvoir s'offrir la vie qu'il rêvait avant de rentrer dans le jeu et quand il était dans la première saison dans le jeu même. Une fois sorti, en fait, il se rend compte que peu importe l'argent qu'il a à l'extérieur, qui peut résoudre ses problèmes extérieurs, maintenant qu'il a vécu ce jeu, vécu la mort de tout un tas de gens et ses horreurs, ses atrocités, il se rend compte que c'est tout ce qui se passe à l'intérieur qui a un réel intérêt. Donc c'est-à-dire que même libre, même avec plein d'argent, comme à l'intérieur il est encore prisonnier eh bien, de tout ce qui s'est passé, parce que quand on participe finalement à la mort de quelqu'un, eh bien c'est comme si on se tuait une partie de soi-même. C'est comme si on se divisait intérieurement, en tout cas quand on est quelqu'un de bien constitué, donner la mort à quelqu'un, c'est pas anodin. Et même si c'est pas directement, y avoir contribué implicitement et en avoir conscience, eh bien c'est la pire des tortures, la pire des prisons qui peut exister pour le reste de sa vie. Et le personnage en fait en paye les frais. Donc on se rend compte que ce qui compte dans la vie, même si on a des problématiques extérieures qui sont très lourdes et qui paraissent insurmontables, ce sera jamais pire que de devenir prisonnier à l'intérieur, prisonnier de ses souffrances, prisonnier de ses traumas, prisonnier d'avoir participé en fait à quelque chose qui va à contre-courant de notre humanité, de notre vérité, de notre essence. Et à partir du moment où on va à contre-courant de ce qu'on est réellement et sincèrement, eh bien on signe quelque part notre arrêt de mort. Et même si on est le grand gagnant, comme c'est le cas dans le Squid Game pour le personnage principal. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la saison 2, il revient dans le jeu pour entrer dans le jeu et faire en sorte que les personnes qui participent à ce moment-là à cette édition se réveille et qu'il n'y ait pas de nouveaux massacres. En fait, il veut arrêter le jeu, quelque part se venger, mais on sent que sa vengeance, elle dépend pas que de son petit moi, que de son petit ego. On sent qu'il veut vraiment, maintenant qu'en fait qu'il a signé son pacte avec le diable dans la première saison et qu'il est finalement foutu quelque part, qu'il ne peut plus être sauvé ou se sauver lui-même, et bien il veut sauver les autres et finalement
il veut utiliser sa vie pour démanteler le réseau, donc c'est la suite de la saison, et s'infiltrer de nouveau pour faire en sorte que l'expérience qu'il a vécue ne soit pas vaine et serve à quelque chose, que son existence, malgré les horreurs qu'il a vues et auxquelles il a contribué implicitement, servent à un plus grand plan. Et c'est là où c'est intéressant et beau finalement, parce que on se rend compte que dans la vie, on peut être guidé, amené à appartenir à des cercles, à poser des actions qui sont à contre-courant de notre vérité, de ce qui est de l'ordre de notre essence, de ce en quoi on croit. Et on va être amené dans certaines situations complexes, mais parfois on est amené là pour voir les choses de l'intérieur et on va être un élément de conscience pour ensuite, une fois qu'on est sorti d'une action qui a été posée, qui a été à contre-courant de notre essence, ou par exemple là dans le film, il rejoint le Squid Game, c'est complètement à l'encontre de ses valeurs, mais il y participe et quand il ressort, en fait, ce qui vibre en lui, c'est de dénoncer ça, faire en sorte que ça s'arrête. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la conscience, comme s'il avait été mis là à ce moment-là, parce que ça allait être un élément qui allait permettre plus tard, en se réveillant, de révéler finalement toute l'horreur qu'il y a autour et permettre en fait de démanteler le réseau. Donc parfois, il y a des personnes qui sont amenées à vivre des expériences de vie très lourdes, à jouer, comme on dit, le mauvais rôle, mais comme j'ai dit, il y a une intelligence supérieure qui guide toute chose et qui finalement met ces gens-là, à ce moment-là, avec une conscience un peu obstruée, opacifiée, pour qu'à un moment T, cette conscience s'éclaircisse et qu'ils puissent jouer leur rôle finalement, ce rôle d'éclairer. Donc, et finalement, on a besoin de ces gens qui font partie d'un système pour pouvoir le démanteler de l'intérieur, parce que sinon, s'il n'y a que des gens conscients que le système va mal, le peu qui continue à vivre comme système défaillant, si on ne l'intègre pas de l'intérieur, on ne peut pas se rendre compte ni le démanteler complètement. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça, et c'est pour ça que le personnage est aussi touchant et qu'on comprend que chacun a un rôle à jouer et qu'il n'est pas à blâmer parce qu'il aura son importance à un moment et il révélera son humanité à un moment. Donc ça, c'est important de le souligner. Et pour moi, le problème avec Squid Game, c'est qu'on a là une œuvre qui vraiment met en miroir des choses importantes pour réveiller l'humain, l'humanité sur les dérives d'une société qui est en train d'aller droit dans le mur, qui est en train de tuer, de mitrailler, de mettre à mal tout un tas de gens innocents en les perdant hors d'eux-mêmes, en les rendant esclaves finalement de désir, mais de désir du petit moi en fait. Et donc on est face à cette société, tout ça est mis sous notre nez à travers une série très bien écrite, très bien jouée et qui est très prenante, sauf qu'on a une plateforme comme Netflix, donc qui permet de voir les épisodes, qui va faire de la série un objet de distraction, de consommation, si bien que la deuxième saison, par exemple, quand on a Netflix payant, enfin en tout cas avec des pubs, parce qu'il y a aussi la version sans pub, et bien entre chaque épisode, on a une pub de Burger King qui met en avant Squid Game, donc qui utilise la série pour vendre des burgers en ayant comme slogan, par exemple, dégommez-les tous, je crois que c'est ça, ou dégommez-les, en parlant des burgers, mais qui crée une publicité où les gens jouent comme au 1, 2, 3 soleil, sauf que dans la vraie série, les gens sont tués, mitraillés. Et là, dans la pub, il y a ce côté bon enfant, avec un mot comme dégommez-les, qui est quand même un mot hyper violent, surtout quand on sait à quoi ça fait écho dans la série. Et là, c'est complètement vidé de son sens, juste pour vendre des burgers, pour toucher un public plus large, en se disant, les gens qui iront chez Burger King, qui auront entendu parler de Squid Game, ça leur donnera envie de prendre un abonnement de Netflix. Donc on est vraiment là dans chercher à distraire les gens et chercher à vendre un produit.
plus que, non pas pour le sens profond que ça peut réveiller chez les gens, mais pour nourrir une sorte en fait, c'est un peu comme le fast-food, ça nourrit un peu un bas instinct en soi-même. Quand on va au fast-food, c'est pour remplir quelque chose. C'est pas pour se nourrir réellement, c'est pas pour apporter des nutriments à son corps et apporter une vraie nourriture qui vient apporter quelque chose. Non, c'est plus une sorte de... c'est quelque chose d'artificiel en fait. C'est un plaisir quelque part un peu artificiel. Et pour moi, en fait, c'est comment parler d'une série qui a un vrai sens profond, qui peut nourrir l'esprit critique des gens, et le détourner en quelque chose qui vient nourrir artificiellement les gens d'un point de vue divertissement. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens dans ce truc-là qui vont se laisser divertir par les étapes de jeu très meurtriers dans le film sans être touchés sur ce que ça dénonce au-delà. Et d'ailleurs, dans la première saison, à la fin, et c'est là où j'ai trouvé ça super intéressant, c'est qu'on se rend compte que les gens qui gèrent ces jeux, alors on n'a pas d'identité précise, mais on comprend que ce sont des riches hommes d'affaires qui représentent un peu cette élite qui gère les grands groupes. Hein. Quand j'ai vu la série, pour moi, ça me fait penser à tous ces grands dirigeants qui font partie d'une élite et qui sont un peu les gens qui tirent les ficelles d'un point de vue politique, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue culturel, et qui sont tellement remplis, tellement pleins et obstrués, euh, qui sont tellement déshumanisés par ce remplissage de tout un tas de choses artificielles que la seule façon qu'ils ont trouvé de se divertir, eh ben, c'est de prendre des gens qui sont dans une misère absolue, de jouer avec cette misère-là. D'ailleurs, dans la série, ils les appellent les déchets, je crois. Les vermines, enfin voilà, ils les voient vraiment même pas comme des humains, mais comme des insectes avec lesquels on va s'amuser. C'est un peu comme s'ils prenaient... ouais, ils faisaient un combat de chiens, ou voilà, et encore, même les gens qui font des combats de chiens, il y a quand même un manque d'humanité, mais bon. Là, dans la série, c'est vraiment, on prend des êtres humains, on va se distraire de leur mort, et ça, malheureusement, c'est des choses qui existent vraiment. Et c'est pour ça que je dis que la série est quand même importante dans ce qu'elle raconte, parce que c'est un miroir réel sur la société, comment elle fonctionne. Aujourd'hui, oui, il y a des hommes riches, des gens riches qui se distraient en tuant des gens, en faisant des chasses à l'homme ou ce genre de choses. Ça existe. Ça existe dans le secret. Il y a plein de gens qui ne sont pas prêts à se dire que ça peut exister dans nos sociétés, mais ça existe. Et du coup, c'est pour ça que la série montre vraiment des choses qu'il est temps de voir. Mais comme elle est vendue à travers un truc pour se divertir, comme un produit, comme j'ai dit, de consommation, qu'on retrouve chez Burger King, ou même, je crois que pour la première saison, ils avaient fait une journée jeu avec des biscuits Squid Game, et en fait, le truc avait tourné à l'émeute. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Le film dénonce la violence, la bêtise des gens quand ils sont pris par leur animalité et qu'ils en oublient leur réflexion, leur rapport à autrui, quand ils sont dans cet individualisme qui est tellement nourri par la peur qu'ils sont prêts à broyer leurs voisins pour survivre. Et on a un événement où qu'est-ce qui se révèle de l'humain, c'est à quel point je peux écraser mon voisin pour avoir le dernier biscuit Squid Game. Enfin, peut-être que je grossis les traits, mais en tout cas, il y avait eu une émeute, ça avait tourné à la bagarre. Donc, je me dis, ils ont quand même loupé leur coche. Donc, je trouve ça assez grave. Et en fait, c'est un peu ces trucs de Netflix, c'est-à-dire de proposer des sujets profonds. Donc, on l'a vu comme par exemple Don't Look Up ou des vrais sujets, mais en fait de se jouer des gens qui regardent et pour dire, pour moi, peut-être que je fabule, vous me direz en commentaire, mais regardez, on vous montre des choses qui sont importantes à comprendre sur la société. Par contre, regardez comme vous êtes bien, vous êtes tellement déconnecté en fait d'une certaine conscience que nous, on détourne cette attention, cette réflexion vers un truc du divertissement. Et finalement, c'est comme si Netflix se jouait de nous-mêmes en face de nous-mêmes et nous faisait une sorte de pied de nez pour rappeler à quel point l'humain actuellement ne cherche que le divertissement pour le divertissement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, les gens qui vont chez Burger King pour acheter un burger Squid Game en disant « Oh, trop bien, ça permet d'être comme dans le jeu » ou qui a ce rapport très pop à cette série,
en oubliant le sens, et bien pour moi c'est le même reflet que les personnes qui sont ces gros milliardaires à la fin de la saison 1, qui on voit sur leur gros fauteuil, qui sont là en train de se divertir en voyant des gens mourir. Et bien pour moi ça vient réveiller la même partie, j'allais dire pas intelligente, mais cette partie de la bêtise humaine qui se divertit finalement du malheur des gens. Et vous me direz, oui, mais ça a toujours existé. Dans la Rome antique, il y avait bien ces arènes où il y avait des gladiateurs et les gens mouraient et les gens étaient divertis comme ça. Oui, mais justement, ô combien c'était un signe assez visible de la fin de l'Empire romain. S'il y a eu une fin de l'Empire romain, c'est parce que l'Empire romain était tellement dans une forme de décadence à la fin que les gens se sont tellement déshumanisés qu'ils sont allés vers leur propre mort. Faire mourir sa part d'humanité, c'est faire mourir une civilisation. Et parce que pour qu'une civilisation puisse vivre et non pas survivre déjà, il faut bien que cette humanité, cette flamme d'humanité soit présente, soit là pour réchauffer, soit là pour éclairer. Donc, au contraire, je trouve que c'est un signe très parlant de où en est notre civilisation actuellement, c'est-à-dire qu'on met à disposition des gens des formes de réflexion, de prise de conscience, et que c'est détourné très rapidement en forme de divertissement, là pour satisfaire en fait des parties très animales, très de fast-food intérieur, mais qui viennent juste combler une sorte de dopamine intérieure, parce que les jeux dans Squid Game c'est très prenant, hein, on est très pris. Mais si on se dit, une fois qu'on a vu la série, je suis divertie, j'ai envie de m'acheter un bon burger, j'ai envie d'utiliser en fait toute l'imagerie de la série comme un truc très pop, très rigolo, très à la mode, et ben c'est grave. Enfin en tout cas pour moi c'est grave, et le problème vient surtout je pense de Netflix qui cherche à marketer. Et d'ailleurs, à partir du moment où un produit, enfin où un film, une série devient un produit de marketing, un produit à goodies, ça devient un petit peu... Alors peut-être pas sur des franchises comme Harry Potter, parce qu'Harry Potter c'est vraiment pour les enfants à la base, mais quand ça a un sens profond, un sens pour dénoncer des choses et que ça devient du merchandising, je trouve qu'il y a un peu un problème. Encore sur des films comme j'ai dit, voilà Harry Potter, qui est du merchandising, c'est pas grave parce qu'on vend de la magie, donc avoir un objet en lien avec cet univers, ça nous apporte de la magie. Comme dans Star Wars. Star Wars, ça apporte une sorte de... ça élève quelque chose à l'intérieur des gens. Avoir un burger Squid Game et avoir comme slogan dégommez-le, pour moi c'est juste représentatif de la bêtise actuelle. C'est un peu représentatif de ce qu'on appelle l'idiocratie quelque part, parce qu'on vide complètement de son sens cette série qui a tellement de choses à nous apporter. Et pour finir cette vidéo qui commence à être un peu longue, il y a un autre film d'un sud-coréen qui est sorti, je crois en 2013, s'appelle Snowpiercer, adapté d'une BD française qui s'appelle Le Transperce Neige. Et c'est un film de Bong Joon-ho, donc qui est un réalisateur sud-coréen très connu, qui a fait un film qui a reçu la Palme d'Or à Cannes, qui est Parasite, il me semble, ou c'était un autre prix, mais en tout cas qui a été récompensé. Et vraiment, c'est un réalisateur qui met en scène, par exemple, les mêmes sujets que dans Squid Game, donc les différences entre les classes, les privilégiés, les élites privilégiées, et ceux qui subissent finalement de plein fouet cette domination. Et bien ça, on le voit à travers ces films comme Parasite, mais aussi dans Snowpiercer. Donc Snowpiercer, c'est vraiment une métaphore, un miroir qui nous est tendu de la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Pourtant, c'est présenté comme un film de science-fiction, voire une dystopie, voire un film post-apo, puisque ça a lieu après un apocalypse, pour la survie des êtres humains. Un grand, j'allais dire entrepreneur, mais enfin un homme très riche, a mis en place un train pour que les hommes qui ont survécu à cet apocalypse puissent survivre parce que la planète a été gelée pour X raisons. Je vous invite à regarder le synopsis du film. En gros, on a ce train qui est une métaphore de la société telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc c'est même pas qu'est-ce qui pourrait se passer dans un monde où ça dégénérait.
c'est, en fait, là, on a enlevé tout le vernis qui nous empêche de voir les choses réellement. Et là, on nous propose de les voir de façon très brute dans ce film, très condensée. Et donc, il y a ce train. Donc, en tête du train, il y a Will Ford, le créateur du train, celui qui tire les ficelles. Et au fur et à mesure, on a des classes sociales, donc les très riches au tout début du wagon, et jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du train, à la queue du train, où il y a là vraiment les plus pauvres. Ils vivent dans des dortoirs tous les uns sur les autres. Pourtant, dans cette queue du train, les gens sont vraiment... Il y a cette ouverture. En fait, cette pauvreté, elle invite à l'ouverture, puisqu'il n'y a rien qui sépare les êtres, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Les gens sont ouverts, puisqu'il n'y a plus que cette humanité qui peut exister, en fait. Et pourtant, ça avait très mal commencé, puisque au tout début, les gens étaient dans cette dynamique de survie, donc du chacun pour soi, jusqu'au moment où ils ont compris que pour ne plus survivre, mais vivre, il fallait coopérer et s'ouvrir les uns aux autres. Et il y a vraiment cette ouverture du cœur, cette chaleur. D'ailleurs, il y a cette ambiance un peu ocre, un peu cuivrée, qui invite à une certaine chaleur. Ça traduit de la chaleur, en tout cas. Et les gens se soutiennent. Il y a vraiment cette ouverture dans cette queue du train avec les plus miséreux, les plus pauvres. Et toute l'histoire, ça va être comment eh bien, un des personnages va prendre en fait va créer une sorte de révolution pour traverser tout le train, donc toutes les étapes du train. On va découvrir la société, comment elle est construite, qu'est-ce que ça nous révèle de notre société actuellement, jusqu'à arriver à la tête du train pour rencontrer le créateur, Will Ford, et eh bien finalement renverser l'ordre établi, cette domination qui a lieu depuis bien trop longtemps, et rétablir l'équilibre. Sauf que donc ça met vraiment en miroir, d'ailleurs quand on voit la saison 2 de Squid Game, il y a vraiment un lien. Donc il y a vraiment cette mise en avant des classes sociales entre ceux qui sont utilisés, qui subissent un système, et ceux qui dominent le système et qui finalement s'en divertissent et utilisent même la misère de ceux qui sont tout en bas pour eh bien, prendre encore plus et se nourrir, se gaver encore plus. Et pourquoi pour moi c'est un parallèle? C'est parce que Snowpiercer, c'est vraiment un film qui dénonce des choses, qui met un miroir tendu sur la société de façon très brute, très violente, mais en même temps ça met en lumière cette violence, comme j'ai dit, silencieuse, qui peut être invisible, parce que dans les films, quand on voit des gens se faire mitrailler dans Squid Game ou dans le film Snowpiercer, quand on voit les combats, c'est violent, c'est brut. Sauf que dans notre société, cette violence, elle existe, mais elle n'est pas visible de la même manière. Elle est parfois même invisible, camouflée. Et là, en fait, on nous montre les choses de façon très... Voilà, c'est devant nous, on ne peut pas fuir. Il y a vraiment, c'est ça qui nous est dit. Et un film comme Snowpiercer, à aucun moment il y aura des pubs pour des burgers. Enfin, à aucun moment ce film va être détourné pour vendre des produits, pour vendre, pour divertir. Il va vraiment garder son sens. Et pour moi, si vous avez aimé Squid Game, regardez le film Snowpiercer, déjà parce que le réalisateur est sud-coréen, donc il y a comme ça une lignée. Et il y a vraiment cette idée de on montre quelque chose et on respecte en fait ce que ça montre jusqu'au bout. On ne cherche pas à juste divertir les gens, à détourner le sens pour le vider de son sens et offrir plus une sorte de junk food qui va finalement nourrir artificiellement les gens. Et pourquoi j'avais envie encore de parler de Snowpiercer? Oui, parce que dans Snowpiercer aussi, je fais le parallèle parce qu'il y a un personnage joué par un acteur donc sud-coréen, donc j'espère que je vais bien dire le nom, qui s'appelle Song Kang-ho et qui joue le personnage de Nam Gong, j'espère que je le prononce bien, qui lui a construit les portes du train. Donc les portes permettent de séparer les wagons et d'empêcher toute infiltration en fait d'un wagon à l'autre. Donc c'est vraiment lui qui a conçu le système de sécurité et de fonctionnement. Et on comprend que son rôle, il est important parce qu'il a fait partie de la tête du train, donc il a construit un système. C'est lui qui a participé à la construction du système, à l'élaboration de ce système qui divise les êtres entre eux. Mais il va avoir un rôle clé à jouer parce qu'en ayant participé et en faisant partie de ce système, eh bien quand il va se mettre au service des gens qui sont à la queue du train et qui souhaitent eh bien, reprendre en main leur liberté, leur destinée, eh bien quand il va se mettre à leur service, il va être utile
Et il ne va pas être jugé parce qu'il a fait partie d'un système. Il va être reconnu comme il a fait partie d'un système, il connaît le système de l'intérieur. Et heureusement, et d'ailleurs, et c'est comme ça qu'il va nous aider. Donc lui aussi, il a eu sa place en faisant partie d'un système oppressif, mais qui va pouvoir utiliser à bon escient. Donc ça me rappelle un peu le personnage, comme j'ai dit, de Squid Game, qui fait partie d'un système qui est involutif quelque part, mais on comprend qu'il avait un rôle à jouer là-dedans et qu'il va pouvoir, une fois qu'il sort de cette matrice quelque part, il va pouvoir bien servir et avoir un rôle bien plus grand pour l'ensemble de l'humanité. Donc c'était un peu le petit parallèle aussi que j'avais envie de faire avec Snowpiercer. Et vraiment ce miroir, voilà, comme j'ai dit, sur la société pour comprendre bien tout ce qui ne nous est pas montré directement, mais qu'on peut pressentir et qui va au fil des temps se révéler à travers des événements, à travers des rebondissements au fil des prochaines années, ça c'est sûr. Je pense que la plupart des choses qui sont montrées par exemple dans Snowpiercer en tant que film, ça va ressortir au fur et à mesure, on va être de plus en plus au courant de ce qui nous est présenté, et en tout cas ça nous est montré, et on donne une image, parce que l'image du train c'est une image pour comprendre tout un système, et que ce système en fait il est corrélé, c'est pas une chose à prendre indépendamment de l'autre, tout est interconnecté. Et à partir du moment où on change un système, eh bien ça permet de changer le système à la tête du train. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui va se passer dans la saison 2 de Squid Game, vu comment ça a commencé. Et voilà, donc le gros problème avec Squid Game, puisque c'est le titre de cette vidéo, ce n'est pas tant la série, puisque la série est super intéressante pour ce que ça raconte, c'est la façon dont elle est marketée par Netflix, qui pousse les gens, en fait, c'est comme si ça poussait les gens vers une sorte d'idiocratie, à prendre la série sur le ton du divertissement, du côté un peu pop culture. Moi, ça me fait penser un peu, vous voyez, à ces images du Che Guevara. Aujourd'hui, on voit des photos du Che Guevara sur des vêtements H&M, sur des gens qui n'ont jamais entendu parler du Che Guevara. Et en fait, pour moi, c'est vraiment cette culture du vide, où on vide de son sens des symboles, où on vide de son sens des choses qui sont censées représenter, incarner des pierres angulaires qui sont censées représenter quelque chose pour aider l'homme à réfléchir, à grandir, à s'élever. Eh bien, on le vide de son sens pour en faire un objet de pop culture sympa, tu vois. Un peu, alors je vais donner un dernier exemple, mais ça me fait penser un peu à quand la série La Casa del Papel, donc encore Netflix, est sortie, et qu'ils ont pris la chanson Bella Ciao, qui est devenue un peu l'hymne de la série, donc c'est vraiment l'hymne des gens qui se rebellent contre un système. Et qu'est-ce que je ne vois pas sur les réseaux sociaux? Des plages à Saint-Tropez avec que des milliardaires, et les gens qui travaillent à la plage, donc déguisés en Casa del Papel, donc avec la combi rouge, les masques, un masque, je rappelle, qui vient quand même d'un anarchiste anglais qui voulait détruire un système, hein, parce que les masques viennent de... Ça dénonce quelque chose, ça raconte quelque chose de profond. Et là, on les voit, des gens qui travaillent dans un restaurant pour servir des milliardaires avec ce masque-là, donc qui nourrissent un système, voilà, déjà, ça en dit long, et qui, sur la chanson Bella Ciao, quand même, apporte un énorme magnum de champagne avec, vous voyez, des feux d'artifice. Et là, en fait, c'est lunaire. C'est comment Netflix... Et ça, c'est vraiment à cause de Netflix, parce qu'il a rendu pop une chanson qui avait un sens profond, un sens de rébellion. Il l'a vidé de son sens pour en faire un objet pop de consommation, de divertissement. Et on voit tous ces milliardaires qui viennent d'acheter une bouteille de champagne à je sais pas combien d'euros, avec leur feu d'artifice en train de chanter Bella Ciao en se pensant tellement rebelle. Et je me dis, mais oh mon Dieu. Et pour moi, voilà, ça c'est encore un symptôme de ce que j'appelle une forme d'idiocratie. Et à quel point Netflix contribue à nourrir ça. Et au final, c'est grave. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. J'ai vraiment raconté la série en grande ligne, hein, parce que j'ai pas tout retenu en termes de nom, mais je pense avoir traduit l'essentiel de ce que je voulais raconter et véhiculer comme message. Et en tout cas, je vous remercie pour votre écoute, puisque ça fait déjà quand même 40 minutes de vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo justement.